Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Hands up, here comes Rubber Dog. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, you, 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 you. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for Rubber Duck? Oh, hands up, here comes Rubber Duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh. Bonjour à tous et bienvenue sur Ketchup Mayo, votre rendez-vous chaque semaine ou presque durant l'été. On essaye de faire ça un maximum avec les emplois du temps des uns et des autres. Aujourd'hui, on vous l'avait promis la semaine dernière, elle arrive finalement ce soir, c'est l'émission 100% NBA avec quelqu'un que vous connaissez, Gaëtan. Salut Gaëtan. Salut Guillaume, salut tout le monde. Et puis celui qu'on surnomme Toto le Féno, un habitué du chat qui est présent avec nous et qui est un grand fan de NBA. Salut à toi. Ouais, bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Donc ce soir on vous a promis une émission 100% NBA. On l'a pas fait la semaine dernière pour les raisons que je vous ai dit. On voulait faire une émission vraiment focus sur le titre de Golden State et ses finales en 7 matchs qu'il y a eu. Finalement il y a eu de la draft qui s'est ajoutée. On est ensuite autour de la draft, on approche des transferts. Il commence à y avoir certains transferts qui se font, notamment pour récupérer des pics de draft avant la draft. Et puis là, jeudi, on a la Free Agency qui ouvre, donc beaucoup de mouvements. C'est pour ça qu'on fait cette émission là, où on va pouvoir disséquer vraiment un maximum d'actualités tous ensemble. Parce qu'ensuite, les semaines prochaines, on reviendra avec de la Formule 1, avec du foot aussi, avec le Mercato qui a ouvert la semaine dernière. Donc voilà, là on va clôturer la NBA cette année avec tout ça. On fera des updates peut-être de temps en temps, 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, si jamais il y a des énormes transferts en NBA. Mais là on a 1 heure pour en parler, messieurs. Et on va commencer avec les finales de NBA. Avec les finales de NBA et ce titre pour Golden State, le 4e pour Stephen Curry et compagnie face à tes Boston.
Défaite malheureuse pour eux, mais Ouais. après des playoffs exceptionnels. Ouais, franchement, ils nous ont fait vibrer dans ces playoffs. Un parcours incroyable. Ils sortent les Nets par un sweep. Après, ils enchaînent avec Milwaukee 4-3 avec plein de rebondissements. Pareil, des matchs incroyables du côté de Miami. Et après, on se retrouve en finale contre Golden State qui, eux, ont un parcours plus facile, on va dire. Et qui arrivent. Lancés et frais, ils sont sûrs de leur potentiel, ils connaissent leur groupe par cœur, c'est des joueurs qui se connaissent depuis très longtemps. Et Boston, c'était plutôt une dynamique quand même plutôt courte, enfin rapide, qui date de janvier du coup. Ouais. Golden State, il y a eu des hauts, des bas durant la saison. Et du coup, on arrive dans cette finale où il s'est passé au début plein de rebondissements. Franchement, on savait pas comment on s'y attendait. Moi, je trouve un match gagné d'un côté, un de l'autre, voilà. Mais le moment le plus important, je pense que Golden State a l'expérience, comme on l'a dit, l'expérience qui est très importante. On su faire la différence et on su appuyer au bon moment pour Chez vous, hein. pour Le Game 4 chez vous qu'ils prennent et Ouais, on retourne ouais, à 2-2. franchement, ils ont vraiment su au bon moment se distancer. En plus, quand Boston prend le Game 3 chez eux, après, je sais pas ce qu'ils ont fait et tout, mais t'as Golden State qui a fait, normalement, l'entraînement est toujours ouvert au public et tout, enfin au public, aux journalistes. Ouais. Et là, ils ont demandé à que l'entraînement il soit privé. Donc, je sais pas ce qu'ils ont travaillé. Enfin, en tout cas, quand tu regardes les matchs, c'est sûr que La défense sur Tatum, la protection la de la défense, raquette. voilà, a été beaucoup travaillée. Surtout, je trouve les percussions de Jalen Brown ont été mieux gérées dans les derniers matchs. Il a perdu beaucoup de ballons. Ouais. Il s'est retrouvé en difficulté. Et contrairement à Tatum, il a eu plutôt des fois l'intelligence de faire. Tatum, quand par exemple dans les premiers matchs il était en difficulté, il s'en est remis au jeu de passe. Là où Brown n'a pas eu cette intelligence, je trouve, à continuer à persister. Et comme il était bien pris, souvent il a eu des pertes de balles inutiles et après quand tu fais beaucoup de pertes de balles, t'es pas dans le rythme et souvent Golden State marque des points et il commence à prendre le lead. Et ce que je reproche un peu à Boston, c'est qu'ils savaient qu'il fallait s'attendre à ce putain de troisième quart-temps. Et à aucun match ils ont réussi à gérer le troisième quart-temps. Dans aucun match ils ont réussi à dominer ce troisième quart-temps, alors que ils savaient que c'était leur moment. Et c'est ce qui montre un peu la faiblesse la faiblesse qu'a eu Boston par rapport à Golden State. C'est que Golden State, c'est à dire que là vraiment ils étaient au-dessus sur ce moment là, et Boston a peut-être rien pu faire au final. Et franchement ils se sont fait manger sur ce troisième quart-temps. Et après à l'expérience, comme je l'ai dit, Golden State a pris le dessus. C'est ce que dit The Frenchy 7, on vous salue dans le chat. Hola amigo no Didi Quest, The Frenchy 7 qui nous dit à l'expérience aussi les Warriors. Toto le phéno, je vais t'appeler Toto parce que sinon ça va être un rallonge. Mais Toto, toi, les Golden State qui avaient déjà gagné 3 reprises, c'est leur 4e titre, à 3 reprises avant la période blessure de Klay Thompson et Stephen Curry. Là ils sont revenus avec quasiment le même effectif, on voit la fameuse photo, tiens je vais la mettre, avec André Iguodala, Draymond Green, Klay et Curry, tous les 4 là, donc Iguodala pas starter cette année, mais toi aussi c'est vraiment l'expérience qui a primé, c'est comme ça ou c'est juste les joueurs, les uns à côté des autres qui étaient juste plus forts? Et pendant que tu me réponds, je vais m'occuper de la cam parce que je vois qu'on a des lights très forts par moment, on doit être en auto, donc je te laisse répondre. Moi je pense qu'en plus de l'expérience, il y avait un vrai désir de victoire de la part des Warriors. Parce que c'est vrai que pendant le passage de Kevin Durant, les 2 victoires contre les Cavaliers ont été beaucoup remis en question. En mode c'est une équipe un peu cheatée, selon certaines, même Curry qui n'avait toujours pas eu ce fameux MVP des finales, mais donc il a eu, on peut dire qu'il fait partie pour moi il fait partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire, mais bon. Ouais. Et puis oui, ça montre que c'est une vraie dynastie en plus qui s'est bâtie sur la draft. Quand on voit les 3 là, Green, Thompson et Curry, c'est 3 choix de draft. Ouais. Et pas des hauts choix de draft, à part Curry qui est, je crois, 6-7ème. 7 ou 10ème, 7ème je crois, Curry. C'est une dynastie rondement menée, franchement, bravo à eux. Du coup, ouais. Non, parce que j'ai rajouté aussi du coup sur ce quatuor qui est juste incroyable.
Franchement, bon, après Iguodala sur ces finales, il a pas vraiment joué. C'était Andrew Wiggins Oui. qui s'est bien Ouais, illustré ouais. avec comme mentor C'est Iguodala qui l'a Ouais. bien engueulé après le game 2 ou le game 3. Et puis même ça vaut pour. Même il a fait un. Ouais. Après Poole, il était plus. Je trouvais qu'il Oui, était mais- un peu en dedans dans ces finales. En Genre. défense, c'est quand même Euh, trouvé en poule, mais c'est vrai qu'il a mis des tirs impressionnants et Ouais. importants. Mais même par rapport à ça, c'est vrai que Thompson et Curry ils guidaient vachement en poule, je trouvais. Sur des mauvais choix de poule, toujours t'avais Thompson pour lui parler, pour le recadrer un peu, c'était important ça. Mais ouais, après tu sens qu'ils sont moins. Sauf Curry, je trouve, ils sont moins forts que les années précédentes. Tu vois, un Draymond Green qui se déconcentre trop facilement. Il a toujours été comme ça, mais pendant ces finales, C'était nul. c'était hein, ces impressionnant. finales, Là, hein. je sais plus, À c'est part le c'est dernier le match, c'est le game 3 où il fait un match. Dans le game 3, c'est mais catastrophique. même 4-5, 4-5. Non, mais je crois. franchement, 3, Il y a 4, des 5. fautes où franchement c'est pas lui qui les fait, il est Ouais. exclu du match directement. non, c'est catastrophique. Ouais. Par contre, surtout ce que je veux souligner, c'était un Curry. Du premier au dernier match, N'importe il a quoi, ouais. loupé aucun rendez-vous. Ah, quand Euh, il y a eu un match, je crois que c'est le match 5 où il est moins dedans, mais encore il fait Ouais, deux mais autres. il sa met petite quand même, vingtaine de il met points. quand même ses 20 et quelques Ah ouais, points. Je crois que il fait un peu le long. minimum qu'il a mis, je crois, c'est 24 points, un truc comme Ouais. ça. Et franchement, chaque match, il était là. Il a pris son équipe lead comme Mm. Tatum, je pense, aurait dû prendre. Et je trouve ça honteux qu'il ait pas mis un 30 points. Voilà, c'est Tatum. On attendait Ouais. Tatum qui allait porter son équipe. Et je trouve que quand tu regardes. Même quand tu regardes son pourcentage n'est pas à hauteur Sur les finales, il s'est fait bouffer, ouais. d'un leader d'équipe. Et en plus, je trouve qu'il y avait quelque chose à aller chercher parce que Thompson avant c'était un très grand défenseur et je trouve que c'était pas le défensif, il tenait la route mais c'était pas le Thompson défensif qu'on avait avant. Il y avait quelque chose à aller chercher, même Green, c'était il y avait des trucs, il fallait les attaquer. Et après Wiggins ça fait vraiment Ah ouais, des Wiggins. finales. Wiggins, Ouais, la Wiggins. game 7, comment il t'enterre Thompson, Ah, non, non. Tatum et qui Ah le ouais, met non, dans sa non, poche. franchement, Wiggins, ça fait des finales Oui. incroyables. Genre, mais justement, un peu à l'image de ses playoffs. Il est monté progressivement et franchement, il arrive en finale, mais vraiment pleine bourre. Et comment il a contenu l'attaque des Celtics, c'était assez incroyable. Mais je comprends pas qu'ils ont pas réussi à passer. Bon, après, on peut ressasser Ouais. tout ça, mais même Curry, physiquement. juste, tu voyais qu'il voulait son titre de MVP. Enfin, il voulait Mm. peut-être même carrément, c'est sûr qu'il voulait une 4ème bague. Il voulait son titre d'MVP. Enfin, il a juste tout pété. Il était en feu et tant mieux pour lui, franchement, parce qu'il mérite ce joueur. Thibaut, on va reparler des choix de draft dans la deuxième partie de l'émission. Donc je te demande de patienter avec nous. Vous êtes 7 à nous suivre. C'est super cool en ce lundi en pleine vacances avec ce beau temps. On va continuer un peu sur cette thématique-là parce que ouais, moi j'aimerais revenir un peu sur ces finales-là. Je trouve que ce qui a manqué aux Celtics, c'est que Brown et Tatum n'ont jamais été bons en même temps. Ouais. Ils ont alterné les matchs. Ils n'ont pas été super bien aidés par Marcus Smart et comment il s'appelle pas Lorford. Rob Williams. Ouais, Robbie Williams Ah, sur la Grant finale il a pas Williams, joué, il a pas trop joué, c'est le White. White, il White, était bon au début. il et était après, bon, il a fait un très bon premier match, Ah je oui. crois. incroyable Et puis le premier ensuite, match. il a manqué un peu le côté le sortie de banc avec Poole qui avait de l'autre côté. Là, je trouve qu'il l'a manqué. Et en fait, il y a Brown qui s'est battu tout seul. Quand il était un peu dans le dur, Tatum a pris le relais au scoring et à la passe. Mais globalement, je trouve qu'il manquait une équipe forte de A à Z Ouais. et ensemble. Alors que de l'autre côté, Curry a été bon, comme tu l'as dit, sur les 7 matchs. Et ensuite, Wiggins, en fait, il y avait tout le temps quelqu'un en plus qui aidait Curry sur le match. Ouais, ça a été Draymond Green sur le dernier match. Avant ça, ça a été Wiggins. Il y a eu Clay un peu au début. Kevin Looney quand même tout au long. Jordan Poole qui a pris feu sur les derniers matchs. Et je trouve qu'il y a eu plus de joueurs qui ont permis de faire... Puis défensivement, après aussi, c'est incroyable la manière dont... à partir du game 4, c'est le game 4 qu'ils prennent chez vous, c'est ça? Ouais. Game 4, game 5, mais ils vous empêchent de rentrer dans la raquette. Je sais pas comment ils ont fait. Il n'y a aucun ballon. Ils vous empêchaient de rentrer. Brown et Tatum n'ont pas pu aller mettre des lay-ups, etc. Ils vous ont complètement empêché l'accès à la raquette et c'est 2 matchs que vous perdez. Tu sentais déjà que, j'ai trouvé les Celtics comparé au match contre Miami, contre Milwaukee, c'est pas pour trouver des excuses, mais je l'ai trouvé un peu moins frais déjà, vraiment. Ouais. Il y avait moins de mouvements, moins de joueurs qui coupaient dans la raquette pour essayer de faire des propositions, pour essayer de libérer de l'espace.
Et du coup, tu sentais que c'était un peu justement un jeu statique, tu savais pas, et c'était soit un Brown ou un Tatum d'essayer de faire la différence. Sauf que la défense était vraiment en place du côté des Warriors, et du coup, compliqué de passer s'il n'y a pas un minimum de jeu collectif. Et de toute façon, on l'a toujours su, les Celtics, quand ça veut jouer individuel, c'est pas bon. Ouais. Il faut que, quand ils commencent à jouer collectif, et même dans le collectif, il peut y avoir quelques dribbles et tout, un peu d'individualité. Mais quand ils commencent à jouer collectif, c'est là où ils sont les meilleurs. Et j'ai trouvé qu'il leur a manqué ça. Et même défensivement, tu sentais qu'ils étaient moins présents. Ils avaient du mal à swiper de joueurs. Un truc que c'était vraiment leur point fort. Swiper de joueurs quand par exemple je sais pas, un Brand prenait un. Je sais pas, je vois pas qui je pourrais dire. Un Brand prenait un Curry, on va dire, et un Smart, non, ce sera l'inverse, prenez un. Je sais pas, prenez un Looney qui fait, Ah, qui mais fait on le. comprend. Ouais, voilà, bah, le sweep était un peu dur. Mais attends, ça, je vais vous le ressortir parce que j'ai appris un mot en mince. Oh non, j'en souviens plus. Attends, il Quel faisait mot quoi? Boston faisait un drop défensif. Ouais. Genre, ça, j'ai appris, il fallait que je le ressorte. Vas-y. Alors explique-nous Alors, ce que c'est le qu'est-ce drop que c'est le défensif. Qu'est-ce que c'est? Attends, si c'est un drop, parce que ça se trouve, je suis en train de dire un mot complètement. Je crois que c'est Si, ça. je crois que c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça ça. existe. Ok, donc ok. Le drop défensif, en gros, c'est quand tu vas inciter le joueur à tirer à 3 points. C'est-à-dire que au lieu de faire rentrer. En fait, les Warriors ont un jeu un jeu quand même basé aussi sur le collectif. C'est-à-dire que le ballon circule très vite. Et pour casser ce collectif, eh ben, on peut utiliser le drop défensif, c'est-à-dire que quand il y a un écran qui est posé et que le joueur est à 3 points, au lieu de venir le contester, tu recules de 3-4 pas pour l'inciter à shooter parce que le joueur va se retrouver libre et donc va shooter. Ce qui est bien, c'est que du coup ça a marché pendant plusieurs matchs, c'est que ça va casser du coup ce rythme qu'a les Warriors collectivement au niveau de la passe. Mais ce qui est dangereux, c'est que souvent le drop défensif est fait sur Curry et que Curry sur ses finales était incroyable. Donc c'était ça le problème pour Boston, et je trouve qu'ils n'ont pas réussi à réagir parce que ils ont voulu utiliser cette situation longtemps. Même je me demande s'ils n'ont pas fait toute la durée de ces finales. Ouais. Et quand tu vois Curry, le niveau qu'il avait, il fallait changer de méthode. C'est-à-dire que cette technique est très intéressante sur un joueur que du coup, il va peut-être t'en mettre, ouais certes dans le match, du coup tu le laisses libre pas mal de fois, mais il va shooter, mais sauf qu'il va t'en mettre 5 sur 18, tu vois. Mais là c'était Curry qui avait un gros pourcentage. Donc je pense qu'au fur et à mesure du match, ils ont pas réussi à s'adapter. En mode, tu vois Curry qui va en commencer à en mettre beaucoup, bah t'évites d'utiliser cette défense et tu remanies un peu tout ça. Mais donc ils ont utilisé cette défense qui, je pense, était une bonne solution sur certains moments, mais pas sur tous les playoffs comme ils l'ont fait. Donc ça a pu jouer dans ce sens. C'est pourquoi Curry a eu beaucoup, on l'a vu dans les premiers matchs et même vers la fin, il a eu beaucoup de shoots libres. Et quand tu laisses Curry libre, voilà, on sait ce que ça fait. Je vais poser une dernière question. Avant ça, je trouve bizarre le focus. Je sais pas si tu saurais le. En fait, je comprends juste pas pourquoi ça. Je l'ai remis en manuel. Je vais poser une dernière question à Toto, si tu veux bien. Tu peux aller voir ou pas? On va regarder. On est à la cool, on est sur Twitch, hein, on n'est pas en direct sur TF1, donc on se permet, histoire que vous appréciez un peu plus l'émission. Si ça fait ça pendant encore 40 minutes, ça va être relou pour vous. Donc on est en train de regarder ça. J'aimerais te poser une dernière question, Toto. La dernière question, parce que voilà, on a critiqué entre guillemets les Celtics, mais plutôt essayer de trouver pourquoi et les raisons de leur défaite. Il y a quand même plein de choses de positives pour ce jeune groupe. C'est quoi les points, les enseignements positifs qu'on peut en tirer côté Celtics? D'ailleurs, maintenant on est sûr que le duo Tatum-Brown peut mener un titre, c'était ça la vraie question en début de C'est saison. vrai. Ça parlait beaucoup de trade de Brown, voire de Tatum, il y en avait des partisans d'un trade de Tatum. Et puis je pense qu'ils ont trouvé leur coach pour les prochaines années. Et puis comme j'ai vu dernièrement, je crois qu'ils veulent renforcer leur scoring en sortie de banc. Je pense que c'est leur vrai axe de progression pour les saisons à venir, parce que je pense qu'ils ont un sac majeur assez cohérent. Ouais. Il leur manque juste un banc assez solide et ils pourront jouer à nouveau les premiers rôles dans la conférence Est. Ils ont pris, comme tu dis, de l'expérience aussi. C'est une jeune équipe qui avait, pour quasiment la plupart, à part Marcus Smart qui a connu
des playoffs, mais pas forcément des finales, je crois pas. Non, zéro. C'était zéro match de finale, je crois, l'équipe justement. C'était zéro match de finale le le début. de conférence. Voilà, mais pas de finale de NBA. Donc c'est un jeune groupe qui, là, en plus, avec le parcours qu'ils ont eu, c'est-à-dire qu'ils ont vu tellement de cas de figure face à des monstres, hein, que ça soit Yanis, que ça soit Durant, le parcours est fou. Donc l'année prochaine, ce sera une équipe expérimentée. On sait que l'expérience, ça compte beaucoup pour aller chercher ce titre. Et puis comme tu l'as dit, Brown, on se posait la question si ça pouvait être le bras droit d'une équipe qui va au titre. Il a même dépassé les attentes. Tatum, il a été capable, parce qu'il ne faut pas réduire les playoffs de Tatum à ces 2-3 derniers matchs. Avant ça, il a fait des playoffs monstrueux aussi. Je pense qu'on est d'accord. Donc voilà, ça le fait ou pas, Gaëtan? T'es en train de trouver. Et ben on va passer du coup, parce que Gaëtan a pas mal parlé des Celtics. Donc on va passer à la prochaine question avant de passer à la draft justement. On va continuer sur cette dynastie des Golden State. On va un peu se pencher dessus. Donc les Golden State que vous voyez à l'écran emmenés par Stephen Curry en sont à 4 titres. 4 titres acquis depuis 2016, c'était le titre de 2015, LeBron, donc 2015. Depuis 2015, le premier titre. Donc on est en 2022, ça fait 7 ans, sur une période de 7 ans, ce qui est énorme en NBA. Sur 7 ans, ils ont gagné 4, ils sont allés 6 fois en finale. Oui, 4 titres et 2 perdus contre les Raptors et les Cavaliers. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc des stats complètement monstrueuses. La question que je me suis posée et que j'avais envie de vous poser à vous sur le plateau et à vous derrière votre écran, c'est la dynastie des Warriors, comment la placer dans l'histoire de la NBA? Est-ce que c'est au-dessus, en dessous de celle des Bulls de Michael Jordan, de celle de Tim Duncan, Tony Parker et des Spurs de Greg Popovich qui ont régné un peu sur le basket et qui ont pris un titre tous les 3-4 ans pendant 10-15 ans, et celle des Lakers de Shaq, Kobe ou encore de Magic Johnson? Un peu là on peut parler enfin de dynastie parce que cette équipe là n'est pas morte. Ils sont bien revenus après avoir pendant 2 ans touché les bas-fonds. Ça leur a permis de piquer haut. On en reparlera un peu de la draft derrière, mais c'est vrai qu'ils ont pris du Kuminga, ils ont pris du Wiseman. C'est pas des joueurs qui se sont illustrés en plus cette année. Mais dans l'idée, toi, je vais te la poser, qu'est-ce que tu la places où un peu et pour quelle raison? Pour moi, ça reste pas une dynastie au top pour moi, puisque franchement, quand il y avait. Enfin, j'ai pas eu la chance de l'avoir vécu, mais je pense que les Bulls des années 90, voire les Shaq et Kobe du début des années 2000, en début de saison, t'étais quasiment sûr que ça allait être eux, et puis il y avait une vraie domination physique, technique, mentale sur leur adversaire. Alors que les Warriors, on l'a bien vu, ils ont eu franchement des vrais concurrents. Donc, pour moi, ils restent derrière ces équipes, mais on peut les assimiler aux Spurs, je pense. Des équipes qui sont bâties sur la draft avec des jeux collectifs vraiment léchés, et puis des individualités comme Curry ou Tim Duncan qui se révèlent être au top niveau. Bah moi mon avis là-dessus, alors bien sûr que les Bulls je les place encore au-dessus, parce qu'il y en a 6, il y a 2 tripites, donc franchement, et puis avec un joueur légendaire comme Michael Jordan. Derrière je saurais pas non plus trop comparer avec l'époque Kobe Shaq, même si en fait je trouve que Curry à l'image de Shaq a vraiment révolutionné le jeu, et en fait au-delà de Curry, c'est que ces Warriors là de Steve Kerr ont révolutionné le jeu. C'est eux qui ont amené le jeu à 3 points. Tout maintenant c'est un critère littéralement important dans les choix de draft. C'est un petit shooter, on espère trouver le prochain Klay Thompson, Stephen Curry à chaque draft dès qu'il y en a un qui se met à bien shooter. Et la manière dont les équipes défendent comment ils appellent ça, la défense où ils jouent tout petit, le small ball. Le small ball qu'on prenait les Warriors, qu'on voit pas mal aussi chez les Clippers. Enfin, c'est vraiment une équipe qui a révolutionné la NBA, avec des joueurs pour moi qui sont des Hall of Fame, les trois là, le trio. Et Curry, on peut se poser la question, on se la posera peut-être l'année prochaine, de est-ce que c'est un top 10 all time. Mais moi je les mettrais devant les Spurs de Tim Duncan à mon sens quand même, parce qu'il y en a 4 sur cette période là, et à mon avis c'est pas fini, et que c'est quand même quand tu sais qu'ils sont tous ensemble, bah c'est imbattable finalement, parce qu'il n'y a que ce 3-1 lead que LeBron est allé chercher en 2016 avec Cleveland,
Mais sinon, l'équipe elle est trop forte et elle gagne de maturité en maturité. Ils ont super bien amené les jeunes dans cet effectif, à l'image de Jordan Poole. Ça se trouve, Kuminga et Wiseman, dès qu'ils seront sortis un peu de leurs blessures, ça peut devenir des monstres et des super bons joueurs à l'avenir. Donc moi, je pense qu'on est un peu dans ce range-là. Ça le fait ou pas, Gaëtan ? Non, oui, il y a le focus qui vous prend, mais je n'arrive pas à l'enlever. On garde Gaëtan. Je vous lis un peu dans le chat. Au niveau des Spurs, selon moi, légèrement en dessous, nous dit Thibaut. T'as plein de compliments d'ailleurs, Toto. Très pertinent le nouvel arrivant. Je suis d'accord, nous dit Lucas. Toto le phéno rayonne à l'écran. Alors qu'on nous a perdu à l'écran, mais on nous entend en mode podcast désormais. Non mais voilà, petit souci, on n'a pas de régie ce soir aussi, c'est pour ça que Gaëtan le fait. La plupart des membres de l'équipe sont un peu en vacances à droite à gauche ou travaillent, donc on fait avec les moyens du bord. Mais en tout cas on est content de faire cette émission avec vous. On va attaquer la draft, hein. Je te reposerai peut-être la question un peu plus tard, Gaëtan, mais on va continuer à avancer dans cette émission avec toi, Toto. La draft, parlons-en, elle avait lieu jeudi. Y a un joueur dont on entendait beaucoup parler, c'était Chet Holmgren, parce qu'il était dans une compétition avec Victor Wembanyama. Notamment ils ont fait la Coupe du Monde aussi l'un contre l'autre, la Coupe du Monde des jeunes. Donc c'est un joueur qu'on entend parler depuis quelques années. Il a reculé au profit de Paolo Banchero et Jabari Smith, qui était un podium. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, est-ce qu'il y a une particularité dans cette draft pour toi par rapport aux autres années où typiquement l'année dernière un Kate Cunningham était numéro 1 sûr. Cette année il n'y avait pas vraiment de numéro 1 sûr. Pour moi cette année il n'y a pas de numéro 1 assuré comme on l'a vu les autres années avec Zion ou même Kate comme tu l'as dit. Mais il y avait un top 3 quand même assez clair, assez défini, avec Jabari Smith, Banchero et Holmgren. Oui, c'était un trio assez... qu'on attendait quoi, mais pour moi j'ai du mal à voir franchement un futur franchise player, même si Holmgren a franchement des capacités défensives assez étonnantes et franchement dans le futur ça peut être incroyable, un énorme contreur. Oui, mais j'ai du mal à voir un futur franchise player, mais bon on verra. C'est quand même 3 forts joueurs. Ça peut être Holmgren peut s'inscrire dans la lignée peut-être des Rudy Gobert. S'il prend un peu de poids, on a vu des Giannis, Rudy Gobert, des joueurs comme lui arriver tout frêle. S'il commence à prendre du muscle dans 2-3 ans, ça peut devenir un sacré défenseur, un sacré pivot. Parce que 88 kg là pour l'instant, quand il va rencontrer les Joël et tout, ça va être compliqué. Mais bon. Mais en tout cas, donc il y avait ces trois équipes là. On va les prendre une par une et voir un peu. Et je vais te poser la question de qu'est-ce que ça a changé pour eux. Est-ce que pour toi ça va leur permettre de step up dès l'année prochaine, ou si on est sur une reconstruction, parce que c'est ceux-là dont on parle pour les Rockets notamment et aussi Oklahoma, qui ont vécu des belles années avec les Harden d'un côté, les Westbrook, Paul George de l'autre. C'est des équipes en reconstruction. Orlando, ils sont blindés de jeunes, mais ils continuent de piquer pour piquer. Peut-être qu'un jour la sauce va prendre et ils vont choper un joueur qui vont leur permettre de step up. Est-ce que pour toi, Paolo Banchero peut être ce joueur-là justement ? Paolo Banchero, je pense qu'il va résoudre le problème du playmaking à Orlando, parce que malgré les hauts choix de draft comme tu as dit qu'ils avaient vu, il manquait un peu de playmaking je trouvais, et je pense que ça peut faire une belle association sur les ailes avec Franz Wagner. Franchement c'est un duo dans le futur qui peut faire très mal. Et puis je me semble qu'ils ont Jonathan Elza qui est blessé depuis un bon bout de temps. Donc pour moi c'était pas forcément intéressant de prendre, intéressant oui, mais ils avaient déjà un bel espoir sur ce poste là. Donc je pense que c'est un bon choix. Banchero c'était risqué mais c'est osé. Je pense qu'il y aura du playmaking et c'est intéressant pour le futur. Donc ça peut peut-être leur permettre play-in, ou pour toi ça repique l'année prochaine dans le top 6 Parce qu'à la conférence Est, comme on l'a dit et comme on l'a vu cette année, il y a beaucoup d'équipes qui sont... avec même des équipes qui sont proches des playoffs mais qui sont pas garanties d'y être, comme les Knicks, qui sont pour moi qui n'ont pas d'espoir de playoffs. J'ai du mal à voir Orlando en playoffs. On continue avec du coup le pick 2, c'était Oklahoma qui avait pick un très très bon joueur. C'était pas eux qui les avaient pick, c'était les Clippers qui avaient pick Shai Gilgeous-Alexander, tradé à Oklahoma. Shai entouré de Théo Maledon, même si c'est pas un titulaire, mais en tout cas Luguentz-Dort, en revanche, avec Chet Holmgren et puis le français Ousmane Dieng.
Est-ce que tu penses que là, Oklahoma, c'est l'année où ils peuvent aller step up aussi à Conférence Ouest, ou pour toi ça va rester un peu dans ce range-là de 15-13e place? Je pense qu'ils vont rester encore dans ce range-là parce que, comme on l'a vu cette année, ils prennent du temps avec leurs jeunes. Mm. C'est vrai qu'ils les font pas jouer dès le début et ça peut être une bonne chose. Ils les font vraiment intégrer progressivement, des fois par des passages en G-League ou parfois des 20 minutes de temps de jeu. Je On l'a pense- vu avec Malédon oui. cette année. Je pense que ça va être le cas pour Holmgren parce que physiquement il manque encore un peu de gabarit pour affronter les tout meilleurs de la ligue, mais je pense que progressivement ils sont en train de se bâtir une belle équipe. Comme on l'a vu avec leur GM Sam Presti, ils ont encore beaucoup de choix de draft pour les années à venir. Ouais. Donc je pense que ça va encore prendre du temps, mais ils commencent à avoir une belle base offensive et défensive avec Holmgren et Shai maintenant. Moi aussi, je pense que ça peut. Après, il y a toujours et puis l'année prochaine, il y a Victor Wembanyama qui va arriver, et il y a beaucoup de gens qui le veulent. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a qui vont se dire, bon bah, on refait une année comme ça pour essayer de choper ce pick 1? Est-ce que ça va tanker plus que les années précédentes? Alors, peut-être que nous, en tant que Français, on le met sur un step, mais on est quand même sur un énorme prospect qu'on voit très peu, qui a vraiment la cote aux États-Unis, même en étant français. Et c'est vrai qu'il y en a qui peuvent se l'arracher, ce pivot de 2m20, mais qui a un profil assez fou, une espèce de licorne de 2m20 qui a du shoot, qui va vite, qui a des bras à ne plus savoir quoi en faire. Oui. Donc, est-ce que Oklahoma s'inscrirait là-dessus? Je sais pas trop. D'autant plus qu'ils n'ont pas drafté de pivot. Enfin, si, n'importe quoi. Chet Holmgren, est-ce que eux, en fait, ils peuvent se dire, on va pas être dans la course de Victor Wembanyama parce qu'on a chopé Chet Holmgren cette année, autant y aller, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont en face de nous, qui vont faire cette course-là. Donc peut-être que ce sera plus simple de gagner contre les Rockets, parce que eux vont avoir tendance à mettre des jeunes pour tanker tranquillement et donner de l'expérience aux petits. On verra. Ouais. Mais moi je pense que dans tous les cas, il faut pas aborder une saison en privilégiant le temps parce que Non, tu peux pas progresser en voulant perdre des matchs dès le début. non. Je pense qu'il faut essayer de tout faire pour gagner et puis c'est comme ça que une cohésion d'équipe apparaîtra. Et puis je pense que vu qu'ils ont une équipe assez jeune, pour moi il faudrait qu'ils cherchent pour peut-être les saisons à venir des profils un peu plus expérimentés. Et vu qu'ils ont beaucoup de pics de draft, peut-être aller chercher des trades, c'est bientôt la trade deadline. Pourquoi pas, et ils peuvent le faire aussi pour les saisons prochaines. Ouais. Aller chercher des trades. On a ensuite les Rockets avec Jabari Smith qui était annoncé numéro 1. Une vraie désillusion pour lui, on le voyait bien pendant la draft. Il était dépité le pauvre, mais bon, je pense qu'il devait avoir sans doute des engagements d'Orlando ou peut-être d'Oklahoma, mais bon, je pense que c'est pas plus mal pour lui, parce qu'il y aura une paire à l'intérieur avec le pivot turc. J'ai encore oublié son nom. Pokusevski, non Non. Sengun. Alperen Sengun, voilà, qui est un pivot passeur. Je pense que avec Jabari Smith, ça peut faire un beau duo à l'intérieur. On sait que lui, c'est quand même un très bon shooter, Jabari Smith. Ouais. Il tournait à plus de 40% en NCAA. Donc franchement, ça peut faire une belle paire d'intérieur. Et puis, c'est une équipe assez jeune aussi, avec Jalen Green, Kevin Porter Jr. Donc pour la saison prochaine, encore peut-être à l'ouest, ça va être un peu court pour les playoffs. Mais pareil, une équipe jeune, ça peut créer une vraie cohésion d'équipe dans le futur. Donc pourquoi pas essayer de gagner une trentaine de matchs, ce serait pas mal pour eux. Ouais. Moi aussi, je pense que ça va pas trop bouger. Je pense qu'ils seront un peu dans le range qu'ils étaient cette saison. On va voir ce qu'ils font par contre du contrat de John Wall. Ah oui. Parce que lui, peut-être que ça va leur empêcher, ou à l'inverse, ça va leur permettre de peut-être choper des gens à la trade deadline, n'importe quoi, à la free agency, pardon. Peut-être que si jamais ils arrivent à se débarrasser du contrat de John Wall, ça peut peut-être relancer et accélérer la mécanique. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure d'une équipe qui est en train de bien le faire. Il s'agit de l'équipe de Lillard des Portland. Que pensez-vous des cas Irving et Durant qui sont en proie? Thibaut, tu as toujours un coup d'avance parce que quand tu demandais la draft, on a été la portée. Dans la troisième partie de l'émission, on reviendra justement sur Irving et Durant. On avait prévu de le faire, donc voilà, on termine sur les drafts. On va pas tous les faire, on en est à 3, on va encore en faire 2 et ensuite un peu pêle-mêle on répondra à ta question de tout à l'heure de que pensez-vous des choix des Celtics et des Knicks et ça il y aura quelque chose à raconter dessus. Le pick 4, Sacramento qui normalement selon les prédictions et selon la loterie avant ne devait pas piquer à ce niveau là, ils étaient plutôt projetés 7-8, finalement ils ont eu de la chance sur les Bulls. Et du coup, ils chopent le pick 4. Au pick 4, ils ont pris Keegan Murray. Je pense que
à travers ce choix, on peut noter qu'ils veulent vraiment viser au moins les play-in, voire les playoffs cette année. Ouais. Ils ont vraiment pris un joueur pas pour l'espoir pour les prochaines années, ils ont vraiment pris un fit dans leur équipe. Un Ils ont NBA cherché- ready, ouais, comme ils ouais. disent. Une bonne paire d'intérieur avec Sabonis, on verra. Et puis ils n'ont pas voulu prendre derrière pour privilégier la progression de De'Aaron Fox, qu'ils ont mis un gros contrat, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis les Davion Mitchell, il me semble qu'il y a encore Buddy Hield. Non, il n'y a plus Buddy Hield, je crois. Je sais plus, Et je ils ont crois pas. assez de monde sur les postes arrière, donc ils essaient de vraiment créer une bonne équipe pour essayer de viser les playoffs. Et tu penses qu'ils peuvent. Est-ce que c'est le joueur qui pourrait leur permettre de le faire ou pas forcément? Pourquoi pas, on verra. Pour moi, j'ai du mal à voir une paire Sabonis Keegan Murray assez efficace en playoff. Je trouve que c'est une paire qui est en défense un peu courte pour Ouais. essayer de jouer les playoffs. Mm. Donc on verra. Après, Sabonis, c'est pour l'instant un joueur avec un haut potentiel aussi qui reste assez jeune, comme dit Aaron Fox. Donc on verra dans le futur, peut-être pas cette année, mais pour les drafts précédentes, enfin non, pour les drafts à venir, pourquoi pas encore. On passe à la dernière équipe dont on voulait vous parler, c'est celle qui a pick Jaden Ivey. Il s'agit des 3 Pistons. Ouais. Et là, on a un super joueur très Oui. intéressant. Tu peux nous en parler un peu de ce joueur? Alors c'est un arrière hyper athlétique, franchement. Il est comparé à Dwayne Wade et Ja Morant, rien que ça, mais bon. Surtout, je pense que ça va super bien fitter avec Kate Cunningham. Parce que Jaden Ivey, c'est moins un porteur de balle, son point faible, c'est plus le handle. Donc je pense qu'avec Kate Cunningham, ça peut faire un duo vraiment performant. Et puis même Kylian Hayes, moi je suis pas d'accord avec ceux qui trouvent que pour lui il faudrait peut-être partir. Parce que je pense qu'en sortie de banc, il pourra trouver son rôle. Il est bien en 6ème Oui. en plus. Oui, parce que moi je trouvais que son duo avec Kate Cunningham, il se marchait un Non. peu dessus. C'était des profils assez similaires. Je pense qu'avec Ivy, Cunningham et Hayes, les trois ont vraiment trouvé ses postes arrière pour le futur. Donc moi je pense qu'ils ont fait un très bon choix de draft. Je pense même que Ivy peut être le rookie de l'année. Mais bon. Ouais, moi aussi je pense. C'est un Ouais. joueur, il est un peu plus âgé. Bah, il est un peu comme Keegan Murray, je crois. Il a 21 ans, 22. Ouais, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là, Jaden Ivey, et oui, c'est un joueur assez impressionnant. Moi, je pense que ça peut leur permettre à Détroit, d'autant plus qu'ils se sont séparés du contrat de Jeremy Grant. Donc, du coup, ils ont un peu de place pour la free agency, C'est vrai. à voir ce qu'ils peuvent récupérer sur les intérieurs. Et ensuite, il y aura peut-être une équipe qui peut être une belle surprise l'année prochaine. En tout cas, par rapport à l'année dernière, et d'ailleurs, ce sera l'affiche qui aura lieu au Paris NBA. Enfin, au NBA Paris Game, ou je sais Oui. pas comment ils l'appellent, le Bulls Pistons de l'année prochaine. Ouais. Et je pense que globalement, en vrai, c'est une équipe qui peut être assez hypante à regarder l'année prochaine. Ah oui, clairement. Parce que Cunningham, comme tu dis, Jaden Ivey et Kylian Hayes, moi j'ai bien envie de voir ça. C'est Et si vrai. c'est renforcé à l'intérieur, Ah oui, moi j'ai envie clairement. d'équipe. Franchement, s'ils arrivent à trouver du beau monde à l'intérieur, ça peut peut-être jouer le play-in, voire le Mm. play-off. Donc en tout cas, ouais, on verra. On va du coup parler vite fait des choix des Knicks, ou plutôt du non-choix des Knicks. Ouais, encore une fois. Vas-y, parle-nous-en. Non, mais les Knicks, on les connaît. Enfin, moi je suis fan des Knicks, mais à chaque draft, c'est compliqué à vivre parce que soit on passe sur des gros joueurs, soit on choisit pas comme cette année. Mais bon, je trouve qu'ils ont fait encore une fois un mauvais choix parce que c'est clairement une draft où il y avait plein de profils assez intéressants, mais comme celui qu'ils ont pris en 11ème place, mais qu'ils ont tradé à OKC, Ousmane Dieng, qui pouvait bien fitter aux Knicks, mais bon. Tout ça pour se séparer du Ouais. contrat de Kemba Walker en plus. Moi je suis assez circonspect parce qu'en plus ils ont récupéré des draft picks pour les ans prochains mais qui sont assez protégés. Ouais. Donc qu'est-ce que ça va donner, bon on verra. Mais bon, encore une fois je suis assez circonspect de la part des choix des Knicks. Et si c'est pas eux qui allaient tanker l'année prochaine? Et si c'est pas les Knicks? Moi franchement, quand je vois les Pistons, quand je vois même Orlando avec l'énorme équipe de talent qu'ils ont, les Knicks, Ah oui. il y a 2 ans c'était cool, ça, Ouais. ça perd contre Trae Young en demi de conf je crois, mais globalement Ouais. c'était assez intéressant. L'année dernière c'était vraiment pas ouf. Ah, Il y a juste RJ Barrett que en plus vous Ah allez oui. lui mettre un contrat à la mort Oui, si je vous le pense gardez. qu'il faut. Moi j'ai peur que ça soit l'équipe. Après un mal pour un bien, parce Non, que mais si je c'est suis une complètement saison toute pourrie mais que vous chopez un premier choix de draft ou un Peut-être deuxième pas choix de gagnant. draft, peut-être que c'est le Victor que vous pouvez aller choper. Bah moi je suis complètement d'accord avec toi parce que je pense que si ça va pas fitter dès le début de saison, Ouais, je pense qu'à la free agency de l'hiver ça va tout péter. Je ouais, pense que Randall Fournier ça va partir. ouais. Je pense même qu'enfin, à part Barrett qui est pour moi intouchable, Mm. je pense que tout le reste sera sur le marché et puis je pense que ça va être dans les bas-fonds de la conférence Est malheureusement encore une année. Mm. Mais oui, à voir. À voir. Et Ouais. les Celtics, moi j'ai pas trop suivi ce qu'a fait les Celtics sur la draft. Il me semble qu'ils ont pris un arrière, mais je pense que ils cherchaient, comme on l'a dit, du scoring en sortie de banc. Je pense qu'ils ont essayé de prendre un choix en adéquation avec cette problématique. Mm. On verra bien ce qu'ils donnent, mais c'est pas grand chose à perdre. Hein. Tu prends
prends des mecs au second tour, t'as pas grand chose à perdre. J'ai complètement oublié de mettre l'image, mais du coup, bah, tant pis, elle était avec Kylian Mbappé qui était présent là. Gaëtan, tu vas nous rejoindre pour la dernière partie de l'émission. Du coup, on va, maintenant qu'on a un peu parlé de la draft, et on fera peut-être une update aussi là-dessus à la fin peut-être de la Summer League, voir si un peu ça a changé dans les prévisions de la saison et puis s'il y a eu des mouvements. On vous tiendra un peu au courant par rapport à ces équipes-là, un peu de bas de tableau. Mais on va parler de l'actu. Tu l'as vu Thibaut, on l'avait un peu préparé du coup. Au-delà de cette grosse bombe, elle n'est pas partie de Kevin Durant, cette bombe, elle est plutôt partie de Kyrie Irving qui hésite et qui ne donne pas trop de nouvelles quand il s'agit de prolonger ou son contrat avec les Nets. Gaëtan, est-ce que tu crois et tu penses que c'est possible que les Nets qu'on voyait comme prétendants au titre l'année dernière, cette super team composée de James Harden, Lamarcus Aldridge, Blake Griffin, il y avait 5 All-Stars je crois au début de la saison, jamais une équipe avait eu aligné autant d'All-Stars, Durant, Ben Simmons qui est arrivé cet hiver. Est-ce que tu penses que là il y a des chances que cette super team explose dans les prochaines semaines? Bah, en vrai, il y a de plus en plus de chances même. Et c'est dommage parce que ça veut dire que le trade de Harden, Ben Simmons, il récupère Ben Simmons, Seth Curry, bon Drummond, voilà, bon ça, voilà, mais il sera fait pour rien. Voilà, il aurait été inutile et donc ça serait complètement dommage. Après, peut-être s'en séparer d'un pour essayer de récupérer plus de renforts, je sais pas, mais c'est sûr qu'il y a un gros problème. Pour moi, il y a un problème défensif déjà, donc il faut qu'il règle ça. Et même au niveau du coaching. Oui, mais ça on l'a dit, on l'a vu contre les Celtics que Steve Nash s'est fait bouffer par Ime Udoka. Mais déjà, il faut qu'il règle du coup ce gros problème défensif. Et donc moi, je me dis peut-être essayer de... Après, ce serait peut-être... je sais pas... mais peut-être essayer de lâcher un gros joueur pour essayer de récupérer, je sais pas, deux gros joueurs défensifs et tu te bases sur un Durant ou un Irving et avec du coup un Simmons qui on sait pas bon, comment il va revenir, mais s'il commence à lâcher à tout va, je sais pas, ça sert complètement à rien. Ils ont quand même un potentiel, ils ont quand même les joueurs pour. Maintenant il manque plus qu'à mettre en application et à se renforcer un minimum, c'est tout. Peut-être justement penser à un nouveau coach et c'est tout, c'est à dire que c'est triste de voir que ils ont tout pour mais ils font pas ce qu'il faut, donc il faut pas commencer enfin je pense pas, il faut pas commencer à paniquer, à commencer à dire ah bon on n'a pas gagné cette année, on s'est fait swipe, donc vas-y on sort les stars. Surtout que Seth Curry et Ben Simmons, en dehors de Draymond, mais c'est quand même des profils qui peuvent te permettre d'entourer et de bien entourer Kevin Durant et Kyrie Irving. Bien sûr. Toi, tu penses que le problème majeur c'est le coach? Bah franchement, le coach et la défense. Défensivement, c'est quand même catastrophique quand tu regardes t'as un Blake Griffin, c'est-à-dire il joue 1 ou 2 matchs, après je sais pas, il est là comme ça, il se balade dans Brooklyn. Je sais pas, il fait rien. Pareil, Drummond, c'est catastrophique défensivement, il est lourd. Pourtant, il avait fait, quand il est arrivé, il a fait 2-3 matchs bonne impression, mais après, c'est lourd et tout, c'est des fautes inutiles, même offensivement, il apporte rien. Donc, essayer de chercher, je sais pas, imaginons peut-être, je sais pas, un Gobert qui veut s'en aller, on peut porter à rêver, tu vois. Enfin, essayer de chercher un bon pivot qui va un peu balayer tout ça dans la raquette. Et après changer de tête de coach parce que franchement les choix de Steve Nash font penser à un coach qui se fait dépasser à chaque fois, et qui n'a aucune solution, qui ne sait pas rebondir, ne sait pas donner de l'élan à son équipe. Jamais sur les 4 matchs en playoff t'as senti ça allait se renverser, qu'il allait donner un nouvel élan à l'équipe. Donc pour moi, ce sont les 2 gros travaux qu'il faut qu'ils effectuent. Est-ce que Toto, on n'est pas trop dur avec Steve Nash dans le sens où il a eu quand même... Pour moi, il a des circonstances atténuantes. Les problèmes Covid de Kyrie qui lui ont fait louper la moitié de la saison, voire les 2 tiers de la saison. T'as les blessures de Harden, ou Harden qui était vraiment en dehors de sa forme. Il a peut-être imaginé et projeté sa saison bien différemment de ce qui finalement s'est déroulé.
On voyait même des Blake Griffin très en jambes au début de la saison et qui finalement au fur et à mesure ont eu de moins en moins de temps de jeu jusqu'à sortir totalement de la rotation. Est-ce que, sachant qu'en plus il est pas rookie, c'est sa deuxième année Steve Oui, Nash, je crois, hein, c'est ça, deuxième sa année. deuxième année, est-ce que pour toi il faut vraiment remettre en question Steve Nash ou en fait c'est peut-être plutôt les joueurs d'être plus professionnels comme on l'a vu avec les problèmes qu'il y a eu, c'est quand même pas mal de problèmes extra-sportifs. Bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de circonstances atténuantes avec Irving et ses problèmes de vaccination, même Simmons, qui a été trade contre Harden, qui est quand même un gros joueur, qui a pas pu jouer à cause de problèmes mentaux ou physiques, on sait pas encore, Les deux. qui aurait pu répondre aux problèmes de défense, parce que Ben Ouais. Simmons c'est un défenseur élite. Ouais. Mais après, là où j'ai des doutes sur Steve Nash, c'est plus sur. Même, t'as une équipe, t'as Irving et Durant, et tout ton jeu offensif est basé sur l'isolation avec Irving et Durant, donc moi j'ai des doutes par rapport à ça. Il aurait pu. C'est vrai. Enfin, moi j'ai des souvenirs contre Boston où Drummond, dès le début, est dépassé, et Blake Griffin en début de match, enfin en début de série plutôt, ne jouait jamais. Et je pense que même Claxton aurait dû plus jouer, parce que Drummond était dépassé, mais je pense qu'il a pas assez tenté de choses. Même à des moments où tu perds 2-0, 3-0, essaie de tenter les choses en cours de match, parce que voilà, en jouant que de l'isolation en playoff, même si Irving et Durant sont des. Même défensivement, Mec, ces schémas c'était du 1 pour 1 et c'est oui. tout. C'est-à-dire que. De toute façon, on Il y a a bien aucune vu, il y avait un adaptation. collectif Ouais. bien huilé avec Boston et une équipe, une somme d'individualité à Brooklyn avec Irving et Durant qui faisait que de l'isolation et du shoot à 3 points. Cette image que vous voyez à l'écran, qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que pour vous c'est plausible? Est-ce qu'il y a des chances? Au-delà de l'image, c'est pas juste un montage qu'on a réalisé Ah non, entre non. copains. Ça a été relayé par Lillard quand même. Lillard l'a posté dans sa story. Ouais. Nurkic, pivot des Portland, l'a mis avec un emoji trèfle à 4 feuilles en mode Inch'Allah ça passe. Ouais. Il y a quand même un gros appel de phare, fil de Portland, gauche, ouais. appel de phare Ça lui irait bien, de mais bon. Toronto, et ça lui va très bien. Est-ce que Durant, pour vous, peut partir avant Irving? Est-ce que ça peut être lui le premier départ et c'est lui qui le laisse dans la merde Irving? Non, parce que Irving c'est trop un électron libre, c'est-à-dire que si tu le gardes, t'es jamais sûr qu'il va vraiment rester. Enfin, franchement, alors qu'un Durant, tu peux essayer de lui promettre des choses, il est quand même réfléchi, intelligent. Si tu lui promets un bel avenir, un beau projet sportif, il peut rester. Irving, je trouve qu'il est trop indécis dans ses choix. Donc ce serait bête de tout. Enfin, j'adore le joueur Irving, mais ce serait, je trouve, un peu bête de tout miser sur Irving, même si Durant se fait de plus en plus vieux, qu'il a pas mal de blessures. Je pense que s'il faut se séparer d'un, c'est d'Irving. Après, j'ai envie de te dire, Irving aussi pourrait super bien matcher avec Simons. Mais le problème, c'est que je le vois trop électron libre. Je le vois pas sur une saison être vraiment très régulier et contrairement à Durant, mais enfin franchement les deux je sais pas quoi en faire. Est-ce qu'il faut garder les deux? Moi je pense que les deux sont liés parce que on sait que dans la vie Durant et Irving sont très proches et moi j'ai clairement vu sur les dernières infos que Durant a lié son avenir à celui d'Irving. Donc je pense que la franchise des Nets va tout faire pour essayer de prolonger Les deux. Irving parce que tu peux pas te permettre de perdre Durant et Irving le même été. Là tous tes espoirs là, on sait qu'ils ont envoyé tous leurs pics à Houston dans le transfert d'Arden. Donc je les vois pas se séparer et tout casser le même été parce que là même si t'as Ben Simmons qui est un triple star, Il va se sentir bien Ouais. seul, Ben Simmons. franchement oui ça va être compliqué mais je pense que Irving c'est un mec assez spécial mais bon je crois qu'il recherche un contrat à longue durée, tu peux essayer de lui donner ou essayer de négocier avec lui mais je pense que ça peut se faire et qu'il faut pas tout péter, ce serait assez bête je trouve. Irving, il y a eu plusieurs rumeurs, Lakers, Clippers, Oui, même New Knicks, York, ouais. même Ouais. Knicks. Moi je pense plus effectivement à un départ de Kyrie Irving. Déjà cette photo elle est très belle, moi j'adorerais Ouais. que Lillard puisse bénéficier d'un KD, mais elle me paraît complètement utopique parce que je ne vois pas que pourraient accepter les Nets de la part de Portland. Pour moi il n'y a pas assez d'assets de l'autre côté, des pics ça va pas les intéresser, Portland ils ont pas besoin de pics. Je veux dire, les Nets ils vont peut-être pas avoir envie de pics, et encore que peut-être que des pics, mais des pics obtenus de Portland alors que tu leur files un. Ouais, Même pour pour un apporter un Durant, Lillard, non. ça va pas faire oui. Ça va pas être des beaux pics.
Il y a Nurkic, mais c'est le seul qui peut vraiment prolonger. T'as un Anthony Simmons, mais pour moi c'est beaucoup trop ledge pour t'échanger un Durant. Donc, Même Jeremy Grant. bon, bah bien tenté Lillard, parce qu'on sait que Lillard, c'est une de ses volontés, c'est de bien être entouré. Ouais, Il et a puis- tenté le magnifique. Il a pas souvent été bien entouré en plus. Non. Et voilà, il a tenté le magnifique, cette magnifique photo Après, montage avec. entouré, Durant. il a qu'à jouer aussi. Ouais, mais c'est Franchement. Jim McCollum, ça a été son meilleur coéquipier en carrière. Mm. Pour aller jouer les premières rounds dans la conférence Ouest, en plus, je trouve ça assez compliqué. Mais en plus, il me semble que Durant, qui était numéro 2, je crois, de draft, avait été en gros zappé par Portland, qui avait tradé, il me semble, Greg Oden en première place, mais qui avait zappé Kevin Durant. Du coup, Énorme. ce serait un petit clin d'œil à l'histoire, mais bon, Ouais. je pense pas que ça arrivera de toute façon. Sacré clin Yanis d'œil. qui Ouais. nous passe le bonsoir. Salut à toi Yanis, on est à peu près sur la fin de l'émission, mais on peut aussi encore se projeter sur voilà, là, bah, peut-être l'avenir de Portland. Il y a eu Jeremy Grant, on en a parlé, qui a quitté les Pistons tout à l'heure, pour arriver et aider Damian Lillard dans sa quête de la bague. Il va falloir aller un peu plus loin qu'un Jeremy Grant, même si peut-être que ce joueur-là peut se relancer. Pour moi, c'est un bon joueur qui est un peu comme Shai à Oklahoma. C'est un peu ce talent tout seul isolé qui était en train de ronger son frein en attendant qu'il se passe quelque chose dans sa franchise. Ça fait un moment que les Pistons ça galère. Donc là, je suis curieux de voir ce que ça peut donner avec Lillard. Il va quand même falloir quelqu'un d'autre Ah oui, clairement. pour Lillard. Sinon, voilà, il risque. Et encore qu'il a un contrat tellement long, Lillard, que Ouais. son contrat, il faut le trader. Mais comment tu vois un peu l'avenir de cette franchise-là autour de Damian Lillard? Est-ce que. Bah, déjà, ils ont quand même. Enfin, là, de ce qu'ils sont en train de faire, c'est plutôt un bon recrutement. Après, il faut vraiment l'entourer. Lillard, on sait que s'il est pas entouré, bah, aussi, c'est pareil. Lillard, c'est un joueur. Bon, si il a pas ce qu'il veut, il arrive. C'est pas. Il va commencer à soit, j'ai pas compris, être blessé, à machin et tout. Ah, mais Sisson, il était vraiment blessé, je crois. C'était- Oui, mais c'est pas, tu sais, tu sens quand il jouait, je suis désolé, mais le gars il marchait sur le terrain, il voulait pas, il était là, bon, comme ça. Ouais. Après, s'il arrive en fin de saison, il cherchait à tanker Portland, Ouais. il est revenu dans des circonstances assez particulières, je trouve. Ouais, mais genre moi je trouve que genre il pourrait quand même donner mieux et franchement faudrait peut-être lui mettre un joueur, mais après tu veux le mettre qui, genre comme tu l'as dit, Portland ils ont pas grand chose à donner Pas quoi. grand chose à Et donner. puis, Par contre, ils ont libéré peut-être du cap space et ils ont peut-être. Et encore que Lillard il prend beaucoup, je sais pas qu'est-ce qu'il leur reste pour sur la free agency. Je pense qu'il doit prendre 40 millions par an et encore. Ouais, Mais après, pour moi, je trouve que sur la free agency, Portland, ils ont rarement attiré des gros joueurs. oui, c'est un petit Moi, marché. je ouais. pense que c'est triste à dire pour Lillard, mais je pense qu'il faudrait tout péter à Portland. Mm. Mais même s'ils prennent Jeremy Grant, je pense qu'ils ont d'autres idées en tête, la franchise, mais je pense qu'il faudrait tout péter pour essayer de se baser peut-être sur des Anthony Simons ou même des plus jeunes dans le futur. Mais franchement, ça va être très compliqué d'aller bâtir une équipe pour Lillard qui a combien 32 ans, il me semble. Ouais, mais lui, il faut qu'il parte, hein, moi je pense. Ouais. Je pense que ce serait bon, c'est triste à dire pour lui et pour la franchise qui parte, mais bon. Mm. Bon, il aura son maillot retiré Ouais. quoi Ah oui, qu'il arrive assurément. là-bas. Mais peut-être que, ouais, lui, je pense qu'il attend des garanties. Il les attendait déjà l'année dernière. Les garanties de la part de Portland. En mode, je veux qu'on ait une équipe compétitive. Raté l'année dernière. Raté. En tout cas, ça en prend pas le bon chemin, je trouve, cette saison. Alors, il y croit, il espère qu'un mec comme KD peut arriver. Mais moi aussi, je pense que ça a l'air assez fermé. On va finir sur une franchise et on va parler de la tienne, tant qu'à faire, Toto. Il y a pas mal de rumeurs autour du coup de Kemba Walker qui s'est fait cut et envoyé ailleurs. Ça a libéré un peu d'espace. On parle un peu de Malcolm Brogdon. Quels Jalen sont un peu Brunson aussi. voilà, Jalen Brunson. Quels sont un peu les joueurs qui tu penses peuvent venir chez vous? Quelles sont tes espérances, toi, en termes sur cette trade deadline? Là, on n'est pas à Portland dans un petit marché. New York, ça fait rêver. New York, c'est un peu le rêve des joueurs aussi de jouer au Madison Square Garden, etc. Clairement. Qu'est-ce qu'il faut faire, toi? Donc pour moi, on a clairement vu que cette année, le problème c'était sur le plan sportif à la main. Il manquait vraiment un meneur parce que même si on a Derrick Rose et d'autres meneurs comme Quickley, c'est des meneurs scoreurs qui gèrent pas le jeu. Déjà que Tom Thibodeau est un coach assez défensif qui peine à faire des systèmes offensifs. Si on n'a pas un meneur qui arrive à faire de la création par lui-même, ça va être encore très compliqué cette saison. Du coup, je pense qu'il faut aller charger peut-être un Brunson. Mais moi j'aime bien Brogdon, c'est un meneur assez gestionnaire. Donc pourquoi pas Brunson, on peut lui offrir un beau salaire. Mais je pense encore une fois que si à partir de cet hiver ça marche pas, il faudra peut-être
aller chercher des trades pour aller piquer des hauts choix de draft pour les saisons à venir parce que une équipe où tu as Randle, Fournier, Barrett, des joueurs comme ça, est-ce que tu peux vraiment aller chercher les premiers rôles dans la conférence Est? Ça c'est ma grande interrogation, mais bon. Pour moi il fallait vraiment changer le coach, ils l'ont pas fait, mais bon. On a cherché un bon meneur, ils peuvent peut-être maximiser les espoirs de l'équipe, mais bon, j'ai des doutes. Et est-ce que toi, en tant que supporter des Knicks, tu préférais choper par exemple un Malcolm Brogdon pour moi qui est plus t'as plus de chance de choper un Brogdon qu'un Brunson qui est plus en partance pour rester quand même à Dallas, Clairement. alors que Brogdon ça fait un moment qu'il est aux Pacers et qu'il a peut-être envie de bouger et il est un peu amené à bouger. Est-ce que tu préfères peut-être aller chercher un Brogdon pour jouer les premiers tours de playoff et avec cette idée de se dire on est compétitif entre la 6 et la 8ème place, ou à l'inverse tu te dis bah l'année prochaine on va se chercher mais il y aura peut-être des jeunes, on va peut-être kiffer autrement de mater, mais je préférerais qu'on se reconstruise pour mieux rebondir. C'est compliqué à dire parce que. Mais je pense qu'il faudrait reconstruire, même si ça voudrait dire que les 4-5 prochaines années peut-être seront compliquées à voir, mais je pense vraiment que le pic de cette équipe-là, ça peut pas jouer les premiers rôles dans la conférence Est qui s'est renforcée avec Miami, les Bucks, Boston, Philadelphie, les Nets. Tu peux pas aller rivaliser avec ce genre d'équipe. Donc pour moi, il faudrait trade Randle, Fournier et aller chercher des pics de draft. Je vois que ça. Moi. Donc tu serais plus parti sur la reconstruction. Clairement, oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses? À Onyx, vaut mieux reconstruire ou aller ou jouer un peu avec l'équipe que t'as là? Non, là, faut reconstruire. Là, y a rien à. Enfin, pour moi, il y a rien à rajouter. Tu t'auras beau rajouter là quelques joueurs. Après, enfin, franchement, quand tu regardes l'écart qu'il y a entre l'équipe des Knicks et le haut, c'est-à-dire que l'écart est juste monstrueux. Même les équipes, tu peux peut-être aller chercher des playoffs, mais. Des play-in, pardon, mais même l'écart, je trouve que. Même avec les je trouve avec les Hawks où il y a 2 ans c'était 2 équipes qui étaient ultra similaires. Je trouve que là maintenant en un an il y a un écart. Même les Hawks l'année dernière ils ont pas, enfin cette année là ils ont pas fait une bonne saison, mais quand même l'écart est trop grand. Je pense qu'il faut faut tout reconstruire, faut aller tanker, faut aller chercher des bons pics de draft pour les prochaines années. Et faire des bons choix aussi à la draft, ça c'est très important de faire les bons choix parce que t'as beau avoir des pics de draft, mais si tu fais pas les bons choix, voilà. Mais espérons pour eux que je pense qu'ils vont faire ce choix, qui est pour moi le bon choix et le seul, parce que je ne vois pas comment maintenant ils peuvent essayer de remonter face à ce qui est en face. Je pense que c'est vraiment pas du tout la bonne solution. Donc à voir ce qu'ils vont faire. Bon, je pense qu'ils vont tanker. Oui. On fera nos prédictions à la fin de l'été, peut-être au mois de septembre. J'ai une petite question comme ça. Si vous devez dire une franchise que vous attendez vraiment le plus la saison prochaine, c'est-à-dire vraiment que vous pensez qu'ils vont faire des bons trades, que la saison prochaine vous pensez qu'elle va être ça va être l'une des franchises majeures qui pourra se battre pour aller jouer peut-être le titre, on sait pas. Moi c'est les Clippers. Clairement, c'était moi aussi les Clippers. On en avait parlé avant l'émission, c'est les Clippers. Alors, on n'avait même pas parlé tous les deux ensemble. Les Clippers de Kawhi et Paul George. Kawhi qui va retrouver les terrains. T'as des joueurs autour, Batum, Powell. En plus t'as des joueurs autour pour te permettre de peut-être en trader 2-3 contre des Terrence Mann pour aller à Reggie Jackson pour aller chercher un 3ème mec comme Kyrie Irving, tu vois. Moi je pense que c'est l'équipe qu'on a un peu oublié cette saison parce que du coup il n'y avait pas du Kawhi. Et en fait l'année prochaine ils vont arriver comme un cheveu sur la soupe en mode vous vous souvenez de nous. L'année dernière on n'était pas là. Kawhi qui revient après plusieurs saisons d'attente. Moi franchement il leur manque un bon meneur, et même pas un meneur All-Star ou quoi, un meneur gestionnaire type Brogdon. Après j'adore Reggie Jackson pour ça. Ah oui, je suis pas du tout objectif. Reggie Jackson c'est un très bon scoreur, mais des fois franchement en playoff il m'a régalé, ou même son flow, son flow, de ski, les lunettes de Bordeaux. Moi j'aime trop, les manches et tout, mais franchement un petit meneur, ou même en sortie de banc, ou aussi et un intérieur peut-être, et pour moi franchement ils sont dans les favoris, mais je crois même qu'ils sont favoris selon certains bookmakers pour aller chercher la première place dans la conférence. Après c'est à la pièce, ça peut être un peu comme de l'autre. Une équipe qui a pas joué ensemble depuis un an, tu fais revenir un Kawhi
Donc avec beaucoup plus de balles pour lui et beaucoup moins pour d'autres. Faut voir aussi comment la sauce elle prend sur les premiers mois avant que ça se réadapte. Mais ouais, toi ce serait qui? Moi, je mettrais bien un petit billet sur Dallas. Je sais pas, Dallas, je sens qu'il m'enchante, il y a un petit truc. Doncic, je le trouve de plus en plus fort chaque année. T'as un Bronson qui s'est révélé. Dinwiddie qui peut bien rentrer dans cette équipe. Tout dépend en fait des trades qu'ils vont faire. Ouais. Tout dépend s'ils vont. Faut aller chercher Gobert là, franchement. Ouais, voilà. Faut se renforcer Gobert. en taille parce que franchement, la taille. là, Gobert, il y a c'est- du monde, hein. Moi Gobert je le verrais bien chez les Bulls aussi. Oui, les Mais Bulls. il faut se renforcer défensivement et tout. Mais s'ils vont chercher par exemple un Gobert, franchement je trouve que là ils sont renforcés, mais ils sont blindés. Et peut-être un peu de scoring sur le banc, mais encore t'as des bons joueurs comme je sais plus comment il s'appelle là. Dinwiddie. Non. Celui qui Brunson. met des 3 points là, le 42 je crois. Ou, Ah, non, Philly Smith. C'est Euh, Maxi Kleber, non? Kleber. Ah, Maxi Kleber. Maxi Kleber là qui Nowitzki est sorti de du banc coup. qui peut Ah ouais. qui peut te lâcher pas mal des gros 3 points comme ça et tout. Donc moi franchement quand je les ai vus jouer au playoff, ils m'ont Ouais, ils m'ont régalé. ils m'ont régalé ouais. Franchement j'ai vraiment kiffé. Un peu de Donc, défense, ce sera. Voilà, pas la franchement gratter. tu rajoutes de la défense et franchement c'est nickel. Et un Doncic qui reste à ce niveau. Et s'il te plaît cet été mange pas trop de Mais glace. justement, voilà. on l'a vu là, il fait les qualifs pour, il me semble, les JO, la Coupe du Monde. Il est très fit là. Hein. Mm. Et il fournit. Ouais mais parce qu'il est pas encore en vacances. À chaque fois c'est comme ça. Ouais, tu Et après, avec il des revient. chichas, des pattes de bière, c'est toujours pareil. Non je te jure à chaque fois je te jure, tu le vois Ouais. sécher au fur et à mesure de l'année. Après vacances tu le Oui. revois comme ça. Ses bras début octobre ils sont comme ça. C'est ça. Et moi, une dernière équipe, si on peut en mettre une troisième dans le bagage, pour moi, c'est les Nuggets aussi. Il va falloir voir Ouais, parce que aussi, avec c'est le vrai. retour des blessures. Ah oui il y a beaucoup Et, de retours de et ces blessures. Nuggets là, ensemble, ils avaient sauté les Clippers de Kawhi Ouais, il y a finale de 2 conf. ans en finale de conf et en demi-finale de conf. Oui, pour C'est ça, accéder au final. pour accéder au final de conf. Et moi, je pense que le double MVP, avec le retour de son super pote Murray, plus Porter Michael Jr. Porter Ouais. Jr., avec les Bones Island et 2-3 joueurs qui Ron se sont. Gordon qui était bien intégré, je ouais. trouve aussi. Moi, je pense vraiment que c'est une équipe aussi qui peut créer la surprise à l'ouest, ces Nuggets. Totalement. Ouais. Donc, parce que Jokic, on l'a vu, là, les frustrations qu'il avait sur la Ah, mais il série était contre tout seul. Golden State. Ah, Il était tout seul, il était là, même dès le game 2, il était résigné en mode Ouais. bah les gars, je suis double MVP, merci, mais je peux rien faire quoi. Il Ils était tout sont seul. 7 contre moi quoi. Ouais. Donc, mais tu mets un mec qui est en 30-15-10 à tous les matchs avec un Jamal Murray qui flambe à 3 points et un Michael Porter Jr. qui peut aussi créer de l'espace. Moi, c'est une équipe qui peut aussi aller chercher le titre hein, Bien sûr. à l'ouest. Merci à vous deux, merci Toto, Merci. tu reviens quand tu veux, Ah oui, c'est un oui, énorme plaisir. Merci à toi Gaëtan, toujours fidèle au poste. Peut-être que tu seras avec moi la semaine prochaine pour et les Pelicans, on nous dit. Pelicans aussi à surveiller, Ah parce oui, que les clairement. Pelicans c'est beau, c'est hypant aussi. J'aime beaucoup l'équipe. On en reparlera des Pelicans aussi, plutôt à la fin de l'été quand on arrivera un peu sur les previews ou quoi, et les équipes elles auront un peu changé, ce sera plus simple aussi de se projeter là-dessus. Est-ce que sur le foot la semaine prochaine tu seras des notes ou pas? Ouais, Y a moyen. je peux, ouais. On sera sur une spéciale foot je pense la semaine prochaine, sauf s'il y a de la Formule 1 et à ce moment là on coupera l'émission en deux avec une trentaine de minutes sur la Formule 1 et le foot, mais en tout cas on reviendra un peu avec de la rumeur mercato etc autour du ballon rond, et puis la Formule 1 avec cette saison qui continue. Un grand merci à vous de nous avoir suivis tout le long, d'avoir un peu interagi avec nous, un grand merci à tous les deux, bonne semaine à tous, ciao.